À l'occasion de l'édition 2022 du Marathon des mots à Toulouse, la librairie Ombre Blanche accueillait samedi 25 juin la romancière et essayiste Chantal Thomas de l'Académie française autour de son dernier livre, Journal de nage, paru au Seuil Éditions. Chantal Thomas est l'autrice de nombreux essais, notamment sur le Marquis de Sade, Marie-Antoinette et Giacomo Casanova, mais également de nouvelles, de pièces de théâtre et de romans, tels que Les Adieux à la Reine en 2002, pour lequel elle a obtenu le prix féminin. En 2014, elle a reçu le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre et le prix Roger Caillois de littérature française. Bonne écoute. Voilà, merci d'avoir patienté. Nous avons un tout petit peu de retard et je suis désolé, mais voilà, monter toutes ces rencontres quotidiennement et plus encore monter les rencontres du Marathon des mots, ça vaut beaucoup de travail et une certaine âpreté à essayer d'être rigoureux. Et là, tout d'un coup, il y a un trou dans comme on dit, un trou dans la raquette. Voilà, Hélène fait un boulot formidable pour trouver des personnes pour s'entretenir avec nos auteurs. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui ai failli, parce qu'elle était persuadée que c'était moi. C'est vrai que souvent, nous avons, avec Chantal, dialogué. Et je crois que cette semaine qui a été pour moi très prise par une affaire dont vous avez déjà entendu parler pour ceux qui la connaissent, qui est l'affaire Bolloré. Voilà, donc le tract est toujours à la sortie. Mais j'ai passé tellement de temps là-dessus dans cette semaine que j'ai perdu un peu le fil. Je vous prie d'excuser mon absence. L'essentiel, c'est Chantal qui est là. Et je remercie Adrien Bosc, qui, au pied levé... Adrien qui fait un boulot formidable, qui est éditeur aux éditions du Seuil, qui n'est pas l'éditeur de Chantal, puisque l'éditeur de Chantal, c'est Bernard Comment, que nous saluons tous de loin, puisqu'il a repris la direction de cette belle collection Fiction et compagnie. Voilà, Adrien a accepté, en toute amitié, de s'entretenir avec Chantal autour de ce couloir de nage. Voilà, bonne soirée, excusez le retard, et surtout, vraiment aller vers les éditeurs les plus indépendants, parce que les autres, il va bientôt falloir choisir de les ignorer. Voilà, si jamais nous ne gagnons pas, voilà, merci. Eh bien, bonjour à tous. Alors, c'est un exercice périlleux, un peu inédit pour moi, et je vous demande de la bienveillance. Mais je sais que vous êtes réunis ici pour Chantal et que, de fait, c'est une joie de l'entendre, et c'est une joie d'être avec elle. Moi, je m'attendais plutôt à être dans l'assistance et à l'écouter. Mais je me fais une joie de poursuivre une conversation qu'on mène depuis que l'on se connaît, et qui est une conversation d'amitié et surtout d'admiration, en tout cas pour ma part, et qui, comme toute amitié, en tout cas quand elle est littéraire, se fait aussi autour des livres, et c'est ce qui nous réunit, je pense, tous ici, que la librairie, les écrivains et les lecteurs, c'est ce dialogue qui se tisse entre les livres et les auteurs, et les lecteurs et les libraires. Donc, finalement, c'est pas si incongru. Et il faut que je parle en plus. Oui. Alors, voilà. Oui, pardon. Et sans tomber dans la biographie qui serait la mienne, mais sinon des liens qui nous unissent avec Chantal, et pour dire que ça n'est pas si compliqué pour moi de l'interroger aujourd'hui. Je suis un lecteur de longue date de Chantal, et comme je le disais avec admiration, autant de ses romans que disons, sa forme, de récit que vous connaissez. Et on a aussi des liens qui sont des liens entre, finalement, les livres que je publie et la lectrice qu'est Chantal, puisque au sous-sol, la petite maison dont je m'occupe, j'ai eu la joie de publier 2 livres qui ont été 2 livres pour lesquels Chantal a eu tout de suite un retour de lecture assez incroyable, et qui m'ont porté et qui ont créé aussi des liens entre ces auteurs et elle. Et alors, il y a eu Maniel Villas pour Ordessa, qui a reçu le féminin, c'est l'espèce de transition improvisée et de pirouette sans note, qui serait Déborah Lévy, que je pense vous aimez beaucoup, sans doute, et qui est pour moi une sorte de cousine anglaise de Chantal Thomas. C'est assez prégnant quand on lit, on se rend compte
On sait que Déborah Lévy a une écriture presque française, en un sens, en tout cas une culture, mais en plus une manière d'appréhender le réel. Mais je trouve qu'elle a vraiment sincèrement une cousine en la personne de Chantal Thomas, et jusque dans les thèmes, et le thème aujourd'hui qui est celui de la nage, du rapport à l'eau, du rapport à la mer, du rapport à la mer aussi, à votre mère. Et c'est ce livre Sous l'eau, mais c'est d'autres livres. Et presque je commencerai par là, parce que le titre du roman de Déborah Lévy, Sous l'eau, pourrait être presque le titre de cette rencontre. Oui, merci Adrien. Et pour votre spontanéité à répondre à la suggestion. Oui, alors je dois dire que quand j'ai lu la première fois Déborah Lévy, j'ai eu effectivement ce sentiment d'une affinité très profonde, et pas seulement dans des thèmes d'écriture, mais comme quelque chose d'un regard d'enfance et d'un sens de la rébellion calme. Et quand Adrien Bosc m'a demandé de préfacer Sous l'eau, j'ai tout de suite été ravie, parce que j'avais lu le livre une première fois, c'est une réédition, et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un livre que je trouve extrêmement réussi, et qui se passe à Nice. Et la caractéristique de ce livre, c'est que la mer est quasiment absente, MER, et tout se joue autour d'une piscine. Et donc, au fond, d'une certaine Journal de nage et Sous l'eau se font écho à deux pôles différents. Journal de nage est du côté de la Méditerranée, et justement, il est hors de question de considérer même la possibilité d'une piscine. Et Sous l'eau raconte l'histoire de deux couples d'Anglais qui se sont donné rendez-vous pour des petites vacances à Nice. Et en fait, tout tourne autour d'une angoisse entre les deux couples, et surtout entre le personnage de l'écrivain. Et la piscine va être le lieu de l'intrigue, de l'anxiété et d'une sorte de pourrissement de la situation. Et il n'arrive jamais à aller, sauf une promenade un soir sur la promenade des Anglais, mais justement, il n'arrive jamais à cet état libératoire de l'eau. Alors que dans d'autres textes, en particulier le dernier, État des lieux, Déborah Lévy, qui passe beaucoup de temps en Grèce, dit merveilleusement, d'ailleurs je cite un extrait dans le livre, elle dit merveilleusement ce que c'est que nager, et comment nager vers le large vous libère, vous supprime tout poids, en particulier sur les épaules. Et dans un des autres textes, peut-être c'est ce que je n'ai jamais voulu savoir, elle parle de la nage dans un autre sens, la nage en piscine d'ailleurs, mais c'est autour d'une rupture et de la difficulté à surmonter une rupture, et elle dit comment aller nager l'a aidé à surmonter cette rupture. Aller nager tous les jours, à fluidifier le chagrin. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, mais alors là, on a un rapport inverse aux escaliers roulants, parce que elle a une scène très forte où à chaque fois qu'elle prend un escalier roulant, elle a envie de pleurer. Et moi, j'ai le rapport inverse à l'escalier roulant. C'est-à-dire, dès que je prends un escalier roulant, j'ai une joie, mais incroyable. Je me dis, c'est fou comme le monde est facile. C'est vraiment... il suffit de s'abandonner et ça fonctionne. Et quand un escalier roulant est en panne, je suis vraiment catastrophée. Mais à un point intime, c'est étrange, comme si on me cassait mon jouet, comme si c'était fini. Et ça aussi, on réagit d'une manière opposée, mais à des choses très, très... Et surtout, elle a cette phrase qui m'a bouleversée à propos de sa mère, où elle dit, parce que c'était une relation conflictuelle, et elle dit, ma mère m'a appris à nager. Et ça, c'était en Afrique du Sud. Et donc, journal de nage, ce qui est la beauté d'écriture-lecture, c'est justement cet enlacement ou entrelacement
entre des histoires, puisque c'est des écritures quand même autobiographiques, et des sensibilités et des langues différentes. Ça c'est dans les bonheurs. Et l'édition, c'est pareil. Les textes que vous trouvez, c'est des textes que j'aurais aimé, pas écrire, mais vivre. Chantal parle de l'entremêlement, l'entrelacement entre l'écriture et la lecture, entre l'écriture et la lecture, et c'est très exactement ça. Enfin, pour ceux d'entre vous qui ont déjà lu le journal de Nage ou qui le liront, c'est de quelle manière la vie n'est pas séparée de ce que l'on lit, et même Oui. c'est la vraie vie d'une certaine manière, ou la vie intense aussi d'une certaine manière, et à quel point la bibliographie qui se trouve, y compris en fin d'ouvrage, est une sorte d'appel à, comme ça, une famille de nageurs, une famille de rêveurs également, au point où un certain nombre de livres sont convoqués. Et pour continuer sur, non pas Déborah Lévy, je ne suis pas là pour faire la réclame de Déborah Lévy, rassurez-vous, et on parlera davantage du journal de Nage, mais cette façon qu'a le livre d'entremêler, là aussi, comme chez Déborah Lévy, mais c'est propre à Chantal Thomas depuis longtemps, la réflexion à la vie et de quelle manière le passé s'entremêle avec le présent d'une manière à la fois très, très élégante, très étrange. Et ça tient aussi beaucoup à la forme du journal, oui. je trouve, et donc à cette filiation à Barthes. Et j'y pensais en venant un peu, donc de manière un peu précipitée, mais à une phrase qui m'a toujours beaucoup ému du journal de deuil de Barthes, qui a une grande importance pour vous, et c'est finalement la question qui est la mienne. C'est presque une question ou un appel à parler de Barthes et de cette forme du journal et la manière qu'il avait de le penser et que vous avez de le penser. Mais il y a cette phrase, lorsque sa mère décède, donc c'est le livre profondément autour de ce décès-là, il dit, quand mes amis, enfin je le cite de mémoire, quand mes amis me demandent comment je vais, je réponds, je marine. Oui, alors c'est quelque chose qui il pensait à Flaubert, je pense, qui lorsqu'il était sur un thème de travail, marinait, se mettait en marinade. Et chaque été, quand je reviens à Nice, je commence par relire le journal de deuil. C'est comme un geste de dédicace à lui. Et aussi, il est vraiment la personne qui m'a fait écrire, qui m'a révélé au désir d'écrire. Et c'est comme si, à chaque fois, je faisais renaître le bonheur de cette manière d'être adoubé par lui. J'ai eu jusqu'à la rencontre avec Roland Barthes, j'avais eu des professeurs extrêmement savants, mais qui n'avaient pas cette chose qui est dans les textes de Barthes, d'ailleurs, un lien entre une clarté intellectuelle exceptionnelle et même une audace intellectuelle, puisque à chaque livre, il prend un nouveau point de vue et il découvre quelque chose d'autre dans sa réflexion au langage et à lui-même, et une sensibilité absolument singulière et une sentimentalité aussi très très prégnante. Et les deux éléments qui sont, je crois, la très grande originalité de Barthes par rapport à Foucault ou à Sartre ou encore plus à Lacan, ces deux éléments réunis et indissociables, qui sont ceux dont on vit, je trouve, ce qui fait le fait qu'on est vivant, ils sont vraiment chez Barthes. Et à chaque fois que je relis Journal de deuil, c'est un peu pour me remettre sur cette voie. Et là, en particulier, puisque, Journal de Nage, j'arrive à Nice juste après le confinement, et après le sentiment d'avoir été coupé de mon corps, et coupé d'une attention aux sensations. Donc c'est vraiment comme la première fois où on met les pieds sur le sable mouillé, non ? Tout notre être jubile. Donc c'est autour de ce moment-là, et un peu en contrepartie, je lis Journal de deuil pour, comme vous dites, Adrien, pour que la mémoire soit là aussi. Puisque mon désir un peu utopique et fou, c'est d'inscrire ce qui est voué à l'oubli. Donc, d'écrire sur le sable, c'était beaucoup souvenir de la marée basse, mais là, je vais encore plus loin, puisque d'une certaine façon, c'est écrire sur l'eau.
Voilà. Vous parliez pour revenir sur la forme même du journal, lors de votre entrée à l'Académie, donc la semaine dernière, il y a eu plusieurs discours, dont le vôtre, qui rendaient hommage à votre prédécesseur à ce siège-là, donc Jean d'Ormesson, mais aussi un discours d'accueil, disons, de Dany Laferrière sur votre œuvre, sur vous en tant que romancière et vous en tant que aussi spécialiste de Sade, de Barthes également. Et il avait ces mots à propos du journal, mais il disait, je crois que vous n'avez pas écrit, c'était pas une formule réductrice, c'était pas une façon de dire, mais que vous écrivez comme un journal ininterrompu. Oui, ça m'a, ça va pour sa propre œuvre, mais pour moi aussi, sauf que j'ai mis, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Thomas Bernhardt où il écrivait la manière indirecte me plaît. Et pendant très longtemps, j'avais choisi la manière indirecte. Donc c'était autobiographique, mais c'était à travers l'œuvre de Sade ou de Casanova, et ensuite, en effet, de Roland Barthes, et les romans historiques. Et à partir de, disons, comment supporter sa liberté, parce que je me suis dit, je vais continuer d'écrire comme ça sur le plaisir au XVIIIe siècle jusqu'à la fin de mes jours. C'est quand même, ça fait peur. Mais je me suis dit, mais moi, où est-ce que j'en suis ? Et où j'en suis justement par rapport à cette liberté qu'on a, et est-ce que j'en dispose vraiment ? Et à partir de ce moment-là, le thème, la biographie a comme surgi, et je l'ai laissé advenir. Mais elle a surgi par la mer, en fait, dans les deux sens du terme. Oui. Un peu à ma surprise, mais ça s'est imposé presque comme un flux inconscient. Et revenons justement à la mer et à ces deux sens, en tout cas ces deux sonorités. Vous tissez quelque chose autour de la nage qui s'inscrivait avant, mais je pense qu'il du lectorat est le plus intelligible de fait depuis Souvenir de la marée basse, et ce lien que vous établissez entre la mer et votre mère, et cette scène inaugurale dans le bassin de la nage de Jackie. C'est à ce point structurant, on dirait, y compris dans votre œuvre la plus récente, la prégnance, l'importance de la mer et de cet entremêlement, comme pour comprendre ce lien qui se tissait entre vous deux. Oui, cette scène, c'est une scène donc dans Souvenir de la marée basse, où ma mère, qui à ce moment-là doit avoir 16 ans, un jour de grande chaleur, parce qu'elle était quelqu'un qui cédait à ses pulsions, surtout ses pulsions marines et maritimes, se jette dans le canal de Versailles. Et c'est une scène que ma grand-mère aimait beaucoup raconter, et ma mère trouvait ça tout à fait normal, pas une chose sur laquelle s'attarder. Et je pense que si j'ai pu écrire ce livre aussi, c'est à cause de cette scène. Parce qu'au moment où cette scène m'est revenue, moi j'ai vu à travers les vitres de Versailles, j'ai vu tous les visages convoqués, aussi bien par Saint-Simon, mais ce que, à mon échelle, j'en avais fait. Et donc, cette scène fait le lien, pour moi, d'abord entre la vie de ma mère et ce livre, parce qu'elle est née à Versailles, rue Sainte-Adélaïde, juste derrière le château, ce qu'elle ne m'avait jamais dit. Je l'ai découvert après. Et le nouveau livre où elle est le personnage central, mais aussi, un peu comme la Marie-Antoinette des Adieux à la Reine, un personnage insaisissable. L'autre personnage, vous parliez des galeries, finalement, des visages et des galeries de portraits. L'autre personnage important, enfin, le voisinage et le dialogue qui s'établit, c'est avec Kafka dans ce livre. Oui, alors c'est un livre qui est dans l'idée, où le désir surtout est né donc pendant le confinement. Et comme ça doit être le cas de beaucoup d'entre vous, pendant le confinement, on a beaucoup lu.
Et puisqu'on ne bougeait pas, on bougeait par l'imagination. Et on voyageait par l'imagination, je pense. Et j'ai décidé de relire à ce moment-là le journal de Kafka, surtout que justement Bernard Coman m'avait dit qu'il y avait cette nouvelle traduction de Robert Kahn aux éditions Nos. Et c'était extraordinaire parce que elle fait 700 pages à peu près. Et le choix de l'éditeur, c'est de mettre non seulement tous les rêves, évidemment toutes les notations quotidiennes, mais aussi tous les textes et les différentes variantes des textes. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. C'est ce qu'un biographe ne peut pas faire, c'est que pendant qu'il ne se passe rien, apparemment, dans la vie d'un écrivain, il lui arrive l'essentiel. Donc j'ai commencé de relire le journal de Kafka et j'ai évidemment découvert ce que tout le monde sait, à quel point le corps de Kafka est son idée fixe. D'abord parce qu'il s'en inquiète, mais aussi parce qu'il croit vraiment en la guérison et qu'il est tourné, il n'est pas du tout morbide, il est tourné vraiment vers un désir de santé. Et ça m'a d'autant plus bouleversée que l'épidémie était là, elle est toujours là, mais elle était vraiment active et à ce moment-là, il y avait pas, vous vous souvenez, non seulement il n'y avait pas de masque, mais dans les hôpitaux, les soignants étaient extrêmement d'abord atteints eux-mêmes et extrêmement déphasés par ce qui se passait. Donc il y avait une panique, il y avait vraiment une panique, il me semble. Et donc j'ai lu dans ces conditions, j'ai commencé de relire le journal de Kafka dans ces conditions, et une phrase m'a touchée particulièrement, à un moment où il est très déprimé et où il se sent en mauvaise santé, il dit comme sont loin de moi les muscles de mes bras. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je sens, ils sont loin de moi. Et le trajet vers l'été, c'était de revenir à une proximité avec mes bras. Et la brasse, si je puis dire, littéralement, c'est ça. Et je l'ai entendu qu'à ce moment-là, combien la brasse, c'est l'ouverture. En fait, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture à la mer, au ciel. Et j'ai continué la lecture du journal, ainsi que la lecture d'autres livres vraiment liés à la nage, alors que pour Kafka, la nage est là. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite en lisant une biographie de Kafka, c'est que nager lui importait beaucoup, depuis l'enfance. Et fréquenter la piscine de Prague, il l'a fait aussi longtemps qu'il a pu. Et quand il voyageait, surtout avec son ami Max Brod, vers les lacs italiens ou vers la Méditerranée, ou à Trieste, il nageait. Et j'ai été frappée. Vraiment, je conseille la relecture de Kafka, parce que la drôlerie aussi de Kafka, vraiment, la manière dont il est à vif par rapport au monde, comment il capte les scènes de théâtre, les scènes de café, des phrases entendues, c'est chavirant, quoi. Il y a une leçon de Kafka, je trouve, qui est être entièrement présent au monde. Et cet auteur qu'on nous donne comme habité d'idées d'absurdité, suicidaire, portant à l'avance le destin juif, c'est l'inverse. Il est entièrement tourné vers la possibilité d'une renaissance. Il était très décidé à aller en Israël. C'est un auteur dans la vitalité. Et voilà, en fait, je crois que très souvent, c'est paradoxal, mais il faut mieux aller vers ce type d'auteur que vers des proclamations optimistes qui sont vraiment décourageantes. Et quand ça va très mal, lire des auteurs très sombres, parce qu'on est en accord avec eux et on rebondit. Il y a une sorte de coup de talon comme ça qui fait qu'on réémerge. Et à la fin du livre, je cite Mishima, ce livre extraordinaire qui est Le tumulte des flots, qui est l'histoire, toujours vraie d'ailleurs, de pêcheuses de perles au Japon.
Et il y a cette scène absolument fabuleuse où on voit les pêcheuses revenir sur leur bateau et elles sont exténuées par leur plongée et ils voient en elles comme des noyés et leurs cheveux sont comme emmêlés. Et j'ai mis une reproduction d'Outamaro. Et il dit que leur talent est renforcé à force de faire justement ce geste du coup de talon qui nous élève. Tiramisu. C'est tout à l'heure pour Kafka, alors c'est presque Kafka sur le rivage pour Oui. La Oui. vision que vous avez de Kafka. Donc c'est Oui. Kafka marin. C'est Kafka marin. Et justement, je cite la chanson Murakami, Kafka sur le rivage, écrite par lui, je crois, où on voit Kafka sur une chaise qui regarde les flots et il y a des mains de noyés qui s'agrippent comme ça et qui peuvent vous tirer vers le bas. Et ça, c'est vraiment la vision classique de Kafka. Mais Kafka en maillot de bain qui bondit comme un jeune poisson, ça, non. Et pourtant, c'était vrai aussi. Je crois que dans le journal, alors c'est que de mémoire, mais il y a une phrase qui est très connue, et je ne sais plus si vous la reprenez ou pas, mais qui est la phrase dans le journal de Kafka sur la déclaration de guerre. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est déclaration de guerre, point, après-midi, piscine. C'est ça. C'est déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, point, après-midi, piscine. Vous parliez tout à l'heure de la claustration, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a tous vécu collectivement, et donc effectivement du recours que peut représenter la littérature, et pas de facilité, et pas la littérature justement celle qui est le plus grand recours, qui n'est pas celle qui forcément, qui ne monte pas, qui en tout cas presque dans sa noirceur ou dans sa ou dans sa profondeur nous amène à sortir presque d'une certaine manière. Ce qui est finalement assez étonnant, c'est que malgré vous, vous êtes devenu ces 2 dernières années presque le recours pour de nombreux lecteurs à une série de fermetures, puisque pour les cafés, on vous a contacté. C'est effrayant d'une certaine façon. Et Café de la Mémoire est revenu lorsque tous les cafés ont été fermés. Oui. Et on vous a demandé de parler des cafés. Oui. La mer était pour vous éloignée et vous la racontez. Oui. Et ce journal est une manière de libération aussi. Oui. Oui, en effet. En fait, Café Vivre est sorti le jour où justement, il n'est pas sorti. Le jour où tout fermait. Et je me souviens, il est resté dans les caves des éditions du Seuil tout le temps du confinement. Et quand il est ressorti, les cafés ouvraient. Oui, alors que j'ai aucun sens. Je suis pas douée pour déchiffrer l'actualité du tout. Bizarrement, quand j'écris, il y a une sorte de connivence qui se fait. Mais c'est inquiétant. Si je parle de quelque chose et ça ferme... Pour revenir à... Vous avez une phrase tout à l'heure en disant, en un sens, Souvenir de la marée basse était une manière d'écrire sur le sable, et on pourrait dire que Journal de nage est une manière d'écrire sur l'eau, ou de l'impossibilité d'écrire sur l'eau, et en tout cas du geste impossible et donc passionnant de tenter. Et ça me rappelle une anecdote qui est celle de John Didion, puisque en plus on célèbre John Didion ici. Mais je ne sais pas si elle était vraie ou si c'est, vous savez, avec les écrivains et surtout les écrivains américains, il y a cette façon de construire une légende autour des écrivains, y compris eux-mêmes, à travers les entretiens qu'ils donnent, construisent aussi, et c'est bien, et c'est de bonne guerre, une manière comme ça de raconter leur parcours d'écrivain. Et John Didion disait à propos de la tension vers la volonté de se raconter et de raconter le réel, parce que c'est aussi la singularité de John Didion, c'est de raconter ce qu'il y a autour d'elle, mais de se raconter comme vous. Oui. Elle disait qu'enfant, elle avait à ce point cette pulsion qu'elle voulait, et elle avait des tendances suicidaires très jeunes, et qu'elle avait voulu se suicider tout enfant, mais elle voulait raconter son suicide. Mais elle voyait l'impossibilité à ça. Et donc, elle avait décidé de se suicider
par la noyade, Oui. en avançant dans le Pacifique et en tenant un carnet de notes. Oui. Mais elle s'est arrêtée au moment où le bloc-notes prenait l'eau. Donc, d'une certaine manière, Oui. moi, Heureusement. pardon pour cette pirouette, mais c'était façon de vous entendre et de manière un peu plus détaillée sur ce que vous dites et qui me paraît pour tous des mots chers. Mais qu'est-ce qu'écrire sur l'eau ? Qu'est-ce que cette tension-là ? Oui. Alors, John Didion, c'est beau que vous en parliez parce que oui, c'est fabuleux cette histoire du carnet qui se mouille. Heureusement qu'elle n'avait pas un carnet imperméable parce qu'elle serait morte. Mais il y a autre chose dans l'année de la pensée magique, je crois, où elle parle admirablement, rarement, mais admirablement de nager aussi. Et elle parle d'un moment quand elle retourne vivre en Californie avec son mari. Ils ont une maison qui est vraiment sur l'eau. Et elle parle de se baigner, nager. Ils l'ont fait très peu de fois, au moment où la marée change. Et c'est le Pacifique, c'est extrêmement dangereux. Et elle dit, il faut saisir, c'est une question d'instant. Et elle le donne un peu comme une métaphore d'existence. C'est l'instant où il faut plonger, c'est l'instant où le courant va nous porter dans la bonne direction, et peut-être quelques minutes après, c'est trop tard, on va se fracasser contre un rocher. Et ça, je me suis dit, c'est l'intelligence, aussi c'est l'intelligence des écrivains américains, qui sont dans un rapport beaucoup plus d'empoignade avec le réel que les écrivains français. Et c'est pour ça que moi, j'adore la littérature américaine, vraiment. Et c'est vrai que j'ai relu Kafka tout cet hiver de confinement et l'été et ainsi de suite. Mais l'auteur que je lisais aussi assidûment et qui, alors là, depuis l'adolescence, n'a cessé de me transporter, c'est Kerouac. Je me souviens, j'ai lu les clochards célestes alors que la France allait au plus mal, qu'autour de moi, c'était des appels téléphoniques. Et j'étais dans un état j'osais pas le dire, mais j'étais dans un état d'allégresse totale. À cause des clochards célestes, à cause de la manière dont sur la route, c'est un manuel de vie pour moi. Ça m'est complètement indifférent, la lecture qu'on peut faire maintenant, à quel point c'est sexiste et à quel point sa représentation des femmes est pathétique. Mais plus vaste que ça, il y a ce qui nous dit à nous qu'on peut faire, qui est changer sa vie et se lancer dans le monde et surtout choisir. Et vraiment, donc j'avais deux pôles. Le journal de Kafka, qui est vraiment quelqu'un qui ne peut pas quitter l'appartement familial. Et quand il le quitte, une fois, il loue une chambre de l'autre côté de chez ses parents. Et il trouve que c'est encore pire. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore chez Kafka. Et vous connaissez sa difficulté à quitter Prague. Et finalement, il va le faire, mais trop tard, d'une certaine façon, avec Dora Diamant. Donc, il ne peut pas partir. Il est quelqu'un qui ne peut pas partir, qui ne peut bouger de rien. Il ne peut pas non plus quitter son lieu de travail, l'assurance. Il ne peut pas non plus se séparer de son père. Il le met en question, mais il ne s'en éloigne pas. Et l'inverse, qui est Kerouac, pour qui partir, encore qu'ils ont le même lien familial paralysant. Kerouac ne pourra jamais s'éloigner de sa mère et même de la vision qu'a sa mère de l'existence, mais il part. Et donc j'avais deux pôles, partir et ne pas partir. Mais pratiquement, je ne partais pas. Partir et ne pas partir, et vous parliez des écrivains américains, il y en a un autre que vous convoquez, enfin que vous citez... et qu'on a en commun, c'est William Finnegan et Jour barbare, ce livre sur le surf. Mais j'en parle uniquement pour une chose précise, ce livre qui nous a, pour ceux qui n'entendaient rien au surf et ne comprenaient pas cette passion ni cette obsession, nous
nous a amenés, ou en tout cas à l'entendre et à vivre avec eux et à partir là aussi sur la route, mais à la recherche de la vague comme une sorte de Into the Wild, mais marin. Il a cette description à un moment pour comparer et pour dire d'une certaine manière que ces 10 ans de voyage ont participé de son cheminement vers l'écriture journalistique. Il dit qu'étudier une vague chaque matin pour prendre la vague, c'est aussi comme pour un reportage, prendre des notes, essayer de voir la complexité, les singularités de chaque mer d'une certaine manière. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur c'est ce que je trouve aussi très beau, c'est la façon que vous avez de singulariser aussi la Méditerranée, ce qu'elle représente et pour vous et en tant qu'écrivain, comme si voilà, vous lui donniez toute son identité. Oui, alors justement, en vous écoutant, c'est vrai, c'est étudier une vague chaque matin. C'est un peu le rêve de chacun, je trouve, pour vivre sa vie, d'étudier la vague chaque matin. Et j'ai deux histoires complètement dissemblables entre ma relation avec l'océan Atlantique ou le bassin d'Arcachon et la Méditerranée. Ces deux histoires qui ne se recoupent pas finalement, même si la nage crée une continuité. Mais je n'ai pas du tout vécu pareil le bassin d'Arcachon, justement parce que le sable est l'élément majeur des premières sensations pour une enfant qui grandit là. Et les différentes qualités du sable, par exemple, quand je suis retournée il y a 15 jours, à quel point ce qu'on voit pour la première fois enfant, ce qui constitue notre approche du monde, c'est lié à un certain nombre d'éléments. Alors, si c'est à Paris, c'est certaines rues, j'imagine, ou une certaine qualité de la pierre ou de la lumière. Mais si on grandit au bord de la mer, c'est les différentes qualités du sable et la manière mystérieuse pour un enfant dont apparaissent et disparaissent les bancs de sable. Et la notion de banc de sable, pour moi, a vraiment été conductrice de toute ma vision du monde. C'est-à-dire que depuis, je suis allée au Japon et je suis très sensible au monde flottant. Mais c'est-à-dire que les choses apparaissent et disparaissent. Et je suis pas du tout. J'ai parlé quelquefois avec des écrivains qui étaient constitués, eux, dans la sensibilité, s'étaient constitués dans un rapport à la montagne, et c'est très très différent. Eux sont pour une sorte affrontement, pour s'accrocher, s'agripper, vaincre. Alors que si on est dans un rapport au monde flottant, c'est pas du tout ça. Les choses passent et on les regarde passer. Et c'est un mélange de sérénité, de détachement, mais aussi de jouir vraiment de l'instant, parce que peut-être elles vont disparaître. Et moi, vraiment, j'ai deux philosophies. J'ai une philosophie de l'autostop que j'ai constituée quand j'étais adolescente, mais plus petite, c'est une philosophie du banc de sable. C'est là, faisons un tour, il ne faut pas trop traîner non plus parce que la marée monte assez vite, mais le temps de ce tour, il faut en profiter pleinement. Mais je vais approfondir ces deux notions. Et la Méditerranée ? Et la Méditerranée, elle est un choix de ma mère, justement. Et j'y suis arrivée vers l'âge de 16-17 ans. Et la première impression que j'ai eue, ça a été une sorte de peur. C'est-à-dire que c'était trop brillant, c'était trop bleu, c'était un beau temps qui était comme ça, posé sur ma tête pour toujours. J'ai eu peur, et puis surtout, j'avais perdu le sable. Donc le lien entre le sable et l'eau, qui est le jeu de miroir qui est entre les deux, et la douceur aussi sous la plante des pieds, le plaisir de s'avancer vers l'eau, alors qu'avec les galets, on ne traîne pas, on se jette assez vite. Et j'ai trouvé que c'était à la fois sublime et un peu à la manière de Nietzsche. Un peu ce qui est dans Nietzsche, qui a eu sa grande révélation à Nice, mais surtout à Èze de Zarathustra. Tout d'un coup, c'est un éblouissement. Mais si on n'est pas à cette hauteur, on est un peu pétrifié. Mais maintenant, je suis très très à l'aise. Je me suis habituée à cette splendeur et je m'insinue.
Pour citer un dernier livre, parce que c'est ça qui est aussi joyeux dans ce livre-là, c'est qu'il en contient comme une bibliothèque et qu'il nous ouvre d'autres horizons de lecture et qu'il est, comme tout grand écrivain, généreux. Moi, je trouve que c'est aussi généreux de références, généreux aussi d'horizons. Vous parlez aussi de Florence Delay et est-ce qu'on peut parler finalement de ce livre-là? Oui, elle a fait un très beau livre qui s'appelle Un été à Miradour. Et le suivant aussi, qui vient de sortir, qui s'appelle Il n'y avait pas de cheval sur le chemin de Damas, que je vous recommande vraiment. C'est extraordinaire. C'est quelqu'un, surtout dans le dernier livre, qui a une sensibilité médiévale et qui entend, comme si les voix étaient à côté, la manière une sorte de naïveté des animaux représentés sur les fresques. Il y a quelque chose, elle a une fraîcheur et une érudition, qui est aussi une chose magnifique. Elle a les deux, la fraîcheur et l'érudition. Et Un été à Miradour, elle raconte la maison d'enfance, et en particulier comment sa mère nageait. Et elle raconte que sa mère nageait l'indienne d'une manière particulière, d'une manière singulière. Et quand j'ai lu le livre, je suis allée nager et je me suis dit, tiens, je vais citer nageusement comment la mère de Florence Delay nageait. Et parce qu'il y a une chose qui m'intéressait aussi, c'est les rapports entre les livres et la nage. Et je parle de cet écrivain, alors là que sans doute certains d'entre vous connaissent, Charles Sprawson, qui est quelqu'un qui a dédié sa vie à la nage et qui a écrit un seul livre, Charles Sprawson, et ça s'appelle, en français, c'est Nageurs, héros et nageurs, ou Nageurs et héros. Et c'est un livre culte, parce que donc, c'est le livre qu'il voulait écrire toute sa vie. Et il était professeur d'art, je crois, anglais, bien sûr. Et il avait appris à nager en Inde. Son père était professeur en Inde. Et il avait appris à nager dans les souterrains, dans les caves inondées d'un palais indien. Donc, il nageait entre les colonnes et dans le sorte de moire de cette eau. Et tout son livre est imprégné d'un rapport au mystère et comment l'eau vous communique des forces un peu surnaturelles, poétiques et surnaturelles. Et il va passer le reste de sa vie à aller sur les traces de Byron, de Shelley, et d'autres nageurs, et il va quelquefois même aller nager à l'endroit où il nageait, et au sortir de l'eau, et moi je faisais pareil, au sortir de l'eau, je me précipitais sur mon ordinateur pour vite noter mes sensations. Lui, au sortir de l'eau, il notait ce qu'il éprouvait en tant que nageur actuel par rapport à ce que eux avaient vécu. C'est un livre absolument extraordinaire. Et en fait, il est mort il y a 2 ans, ou à peine. Je regrette, oui, de ne pas l'avoir rencontré. Il nous reste un peu de temps. Je pense que, et aussi parce que je pense que vous êtes tous avec moi pour m'aider à affronter jusqu'au bout cette improvisation qui restera... vous êtes d'une élégance et d'une fluidité admirable. Qu'on pourra se rappeler entre nous. Je pense qu'on pourra s'en parler assez souvent, cet épisode. Mais un autre jour, et pas à l'improviste, je le ferai volontiers pour vous. Mais j'imagine que vous avez des questions dans la salle aussi parce que vous avez sans doute lu le livre ou vous vous apprêtez à le lire et vous avez d'autres questions sur d'autres livres. Et je pense que vous êtes assez nombreux pour que la parole vous revienne. C'est une absence de sympathie vraiment dure. Oui, de ne pas poser de questions, ça serait... Voilà. Ah, madame. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc moi aussi, je suis une nageuse passionnée. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'ai beaucoup pensé à Camus. Oui. Parce que les pages que Camus consacre à la nage sont magnifiques. Et effectivement, cette aspiration vers l'horizon, c'est ce que vous disiez très justement aussi, le fait de se sentir coupé du corps. Je pense que c'est quelque chose qu'on
qu'on a tous ressenti. Et je n'ai pas encore lu votre livre, mais il me tarde, il me tarde de le faire et puis d'aller à l'océan, du coup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui vous ont... vous en avez évoqué quelques-uns, mais Oui. par rapport à la nage Bon, j'évoque évidemment les travailleurs de la mer, parce que je crois que comme fresque océanique, c'est une des plus grandioses. Elle est loin de toute voix personnelle, comme souvent chez Hugo. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est à la fois cosmique, c'est cosmique. Et lui, on ne sait pas où il est, mais il saisit cette immensité qui vous dépasse. Et donc j'ai relu Les Travailleurs de la mer. Et moi, tout de suite, je vois plus. Bon, il y a aussi des écrivains dont c'est pas l'objet majeur, mais c'est pris dans leur œuvre. Par exemple, toutes les fois où Colette parle de son arrivée à Saint-Tropez, par exemple, ou des plages de la Manche, ou je me souviens pour Souvenir de la marée basse, je cite une phrase d'elle où elle dit « L'enfant veut une vague, veut la vague, le sable ». Colette, évidemment, c'est comme dès qu'elle évoque un lieu, la campagne ou même la ville, où elle l'emplit d'une sensualité chavirante. Donc oui, Colette. Ou alors la mer vue à distance, comme un tableau dans lequel on n'entrera pas. Et ça, c'est Proust. Et À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est la bande des jeunes filles. Et c'est aussi la nouveauté du sport. Le sport commence à cette époque, puisque quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est l'histoire du corps. Et comment, surtout à partir du XVIIe, si on voit les femmes au XVIIe, elles sont corsetées jusqu'ici. Après, au XVIIIe, c'est exactement pareil. Il faut imaginer le poids des crinolines. Même passer par une porte, c'était quelquefois un problème. Et bouger. Et une femme ne marchait pas, ne faisait pas de sport, c'est l'évidence, mais même ne marchait pas. Les femmes du peuple marchaient dans la rue et se dépensaient, mais les femmes de l'aristocratie ou de la bourgeoisie riche ne bougeaient pas. C'est inimaginable. C'était des vies vraiment momifiées. Et la libération du corps féminin, elle est très tardive. C'est vers, je ne sais pas, vers 1936, non ? Hein ? C'est quoi ? Oui, c'est ça. Oui. Voilà, exactement. Enlever les corsets. C'est Coco Chanel, absolument. Le paradoxe, c'est que j'ai repris Coco Chanel sur le mode le plus corseté, c'est-à-dire la vie d'académicienne. Je n'avais pas pensé à ce renversement. Mais vous avez changé les règles puisque vous avez un éventail. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi très Karl Lagerfeld. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous auriez une autre question ? Et j'amène le micro. Oui, mais parce que justement, d'abord, j'ai découvert une chose, c'est que comme aucune femme était prévue pour l'Académie française, il n'y a pas de règles, en réalité. C'est comme ça que Jean d'Ormesson, très grand nageur, c'est comme ça que Jean d'Ormesson a pu faire entrer Marguerite Yourcenar en 1980. Depuis 1980, il y a eu 10 femmes élues, je suis la 10e, et l'Académie française existe depuis 1635. C'est pour vous dire le pourcentage. Et donc je me suis aperçue, il s'est aperçu qu'il y avait, au fond, c'était la tradition, mais il n'y avait rien d'écrit sur l'interdiction des femmes. Donc en fait, le reste des académiciens étaient fous furieux, parce qu'il n'y avait pas d'argument de règlement. Et cette même suspension du règlement fait que l'épée, oui, si on désire, mais c'est pas du tout obligé. Et j'avais lu que Jacqueline de Romilly avait un sac. Alors je me suis dit, alors là, tout est permis. Hein. Vraiment. Une autre question ?
Ah oui, je pense. Je crois que oui, je crois que c'est Oui, en oui. route. Oui, je crois que oui, oui, oui. Avec le discours de Dany Laferrière, oui, qui est comme un conte. Eh bien, si vous n'avez plus de questions, Chantal peut, pour ceux qui le souhaitent, j'imagine, dédicacer le journal de nage. Écoutez, merci Adrien. L'ouvrage de Chantal Thomas, Journal de nage, est publié aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 25 juin 2022 à l'occasion de la 18e édition du Marathon des mots du 23 au 30 juin 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio.